Here I come. Je suis Iron Man. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Fuyez, pauvre fou! Agent spécial d'Oufy. Tu n'es qu'un jouet! Le deuxième box-office de la soirée, on va parler de Blonde, film réalisé par Andrew Dominik. Tout de suite, extrait audio. Et c'est toujours elle, même quand la caméra tourne. Marilyn Monroe n'existe que sur le grand écran. Donc Blonde, réalisé par Andrew Dominik. Alors lui, il a fait l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est avec Brad Pitt. D'ailleurs, c'est pour ça que Brad Pitt est producteur sur Blonde et qu'il était là à présent sur toutes les avant-premières et tout ça, qui porte un peu le film aussi depuis l'ombre. Voilà, on retrouve bien entendu Ana de Armas dans le rôle et là. J'ai écrit cette feuille en fait avant de voir le film, mais donc j'ai écrit dans le rôle de Marilyn Monroe. Mais en fait, quand tu vois le film, t'as juste envie de dire, elle jouait le rôle de Norma Jane, parce que c'est un film qui prouve que Marilyn Monroe est une fumisterie inventée, que les gens se sont appropriés et que tout ce que ce personnage représentait pour les gens, elle le détestait. Et c'est formidable, en tout cas à regarder. Et on retrouve aussi Adrien Brody, donc qui joue le rôle de Arthur Miller, qui crève l'écran. Qui crève l'écran. Dès qu'il apparaît, on ne voit que lui. Je suis assez d'accord avec toi, très très bon, très très bon. Donc pareil, on refait le petit jeu au niveau du synopsis. Vous allez voir, normalement, là celui-là c'est un peu plus, c'est un peu mieux. Donc Blonde est une relecture audacieuse de la vie de Marilyn Monroe, l'une des icônes hollywoodiennes les plus connues. De son enfance tumultueuse à son ascension fulgurante, Blonde brouille la frontière entre réalité et fiction pour explorer l'écart de plus en plus important entre sa personnalité publique et la personne qu'elle était dans l'intimité. Et je trouve que le synopsis colle parfaitement à ce film. Ouais, c'est vraiment bien, ouais. C'est pas mal. Je trouve que là, vraiment, c'est pas mal écrit, c'est vraiment intéressant. Donc, le film est adapté du roman éponyme Blonde, donc qui est écrit par je ne sais plus qui, David Coste, je ne sais plus. Bref, je ne veux pas me lancer. Bref, c'est un bouquin. Vous pourrez le retrouver à mon avis sur Amazon ou dans les petites librairies. Pensez aux petites librairies, les amis. Donc, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Blonde? Qui l'a vu? Esteban, je crois que tu l'as vu. Ce matin, moi aussi je l'ai vu tout à l'heure. Alors, dis-nous un petit peu ton avis vis-à-vis de Blonde. Ouais, il m'a troublé. Il m'a fait me remettre en question sur de nombreuses choses. Et il m'a prouvé que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre parce que j'ai pas tout compris sur ce film. Quand je dis beaucoup de choses que j'ai pas compris, c'est artistiquement. Le choix du noir et blanc, j'ai pas compris sur quelle scène, qu'est-ce que ça représentait. Donc je suis vraiment très impatient d'en parler avec vous parce qu'il y a des scènes où je me dis ah ouais en fait ça veut dire ça, sur d'autres scènes en fait non. Il y a plein de choix artistiques, des plans magnifiques, la colorimétrie du début à la fin qui est exceptionnelle. Ouais. Non, j'ai beaucoup apprécié ce film. Ouais. Ok, très bien. Je prends ton avis en compte, je vais pas te le cacher, je suis proche de toi. Et Kichi, tu l'as vu, hein, par contre. Hein, alors voilà. moi, un peu comme Esteban, il y a beaucoup de choix que j'ai pas compris, la proposition, enfin voilà, beaucoup de choses. Je pense aussi ne pas forcément être la cible. Moi, tout ce qui est biopic ou inspiré de faits réels, etc., tout dépend, après, je pense, de la personnalité, du fait divers en question ou quoi que ce soit. Mais ça reste, je pense, un bon biopic, mais je suis pas spécialement la cible. Et ouais. Après, oui, il y a des scènes touchantes, forcément, il y a des scènes fortes aussi. Donc, beaucoup de remises en question sur plein de choses, l'évolution, les mentalités, etc. Mais ouais, je suis pas la cible. Voilà, ok, d'accord. Je précise, avant d'attaquer, bien entendu, l'avis de Jérôme, on va dire qu'il est un peu plus global. Là, c'est un avis qui est un peu plus global, mais on va vraiment essayer de détailler un peu des choses. On va vous raconter aussi des trucs. Donc, si je peux dire quelques mots, parce que je ne l'ai pas vu. Oui. Mais du coup, voilà, moi, en fait, si je voulais le voir quand même, le film, mais je n'ai pas eu le temps de pouvoir le voir. Si, il fait 3 heures aussi. Voilà, c'est ça. Mais en fait, vraiment, ce qui m'intéressait vraiment, c'est de voir le côté technique du film. D'accord. Que de voir qu'il y avait que c'était en noir et blanc, de voir... Pour moi, c'est un film qui doit être vraiment hyper travaillé niveau technique, et c'est ça qui m'intéressait réellement. Il l'est, ouais. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. C'est beaucoup de post-production, en fait, maintenant qu'on en parle. Sur le tournage, c'est un tournage, entre guillemets, plutôt classique, quoique
quelques scènes en plan séquence notamment qui sont assez intéressantes où tu changes de décor, mais beaucoup en post-production, ouais, beaucoup je te dis de colorimétrie, de noir et blanc, de format d'image. En fait, ce film-là, c'est un ovni de montage pour un mec qui regarde du cinéma ou qui veut apprendre des codes de cinéma. Donc je comprends parfaitement ce que Eikichi dit, parce qu'on a eu cette conversation-là pendant les vacances, comme quoi il n'avait pas encore certains codes, par exemple comme Jérôme et tout ça, mais que justement le Late Show, on est là pour apprendre tous ensemble, pour en parler, pour apprendre des choses. Sincèrement, je pense c'est pas un bon premier film pour apprendre des choses de cinéma. C'est très complexe. Il joue énormément avec les formats, avec la color. D'ailleurs, même au bout d'un moment, avec les colorimétries des films, t'es même perdu. Tu sais pas en fait où est-ce que tu te situes. Est-ce que t'es dans une imaginaire? Est-ce que tu es dans un truc qui est extrêmement arrivé? Ça mérite un second visionnage. Alors, je sais pas trop, mais je pense surtout que c'est un film qui est là justement pour te brouiller. Et je pense que le but de base était de... Comme la vie de... Oui, totalement. Et je pense qu'il y a vraiment des passages qui sont en noir et blanc qui ont vraiment existé. Et il y a des passages qui sont aussi en couleur et qui ont vraiment existé. Désolé, mais la pipe de JFK pendant 3 minutes, c'est affreux. C'est en couleur. J'ai mes couilles qui sont parties à ce moment-là. Ouais, non, en vrai, sans mentir, c'est horrible. C'est horrible, en vrai. Alors qu'avant, elle te sort quand même cette phrase. Entre nous, c'est pas que sexuel, on a rencontré ces deux âmes. Cette meuf-là, si en tout cas le bouquin est proche de ce qu'était Marilyn Monroe, ce film-là prouve que Marilyn Monroe était une personne trop naïve pour le milieu dont elle était. Et ce milieu l'a bouffé jusqu'à la moelle, tout comme ce milieu a bouffé le milieu de la musique, a mangé Elvis, même si Elvis a été principalement exploité par son manager. Là, c'est vraiment Marilyn Monroe a été mangée par le système hollywoodien. Juste l'appeler du coup Norma Jean plutôt. Oui, normal. Parce que Marilyn Monroe, je trouve vraiment que c'est un personnage. Pour le coup, ça n'a pas bouffé Marilyn Monroe parce qu'on voit même que Norma Jean utilise Marilyn Monroe pour essayer de s'en sortir. Elle comprend ce milieu et elle l'utilise. Alors que vraiment, ce milieu-là a détruit Norma Jean. Ah ouais, totalement. C'est très bien dit et je m'excuse d'avoir prononcé les deux personnalités. GG, un petit peu ton avis vis-à-vis de Blonde. Alors mon avis, c'est un film qui est troublant en fait, dans tous les sens du terme. Vous l'avez dit, d'un point de vue technique, etc. Où tu passes d'un ratio 1,33 à un ratio 1,85 d'un coup et tu sais pas trop pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi là t'es en couleur, là tu l'es plus, etc. Et il y a ces moments comme ça où d'un coup le ratio il est très très large, etc. Parce que ça y est, c'est Marilyn en fait là que vous voyez qui est dans son personnage, etc. Et là tu vois l'actrice commencer à changer sur son visage et là clac, hop, tu te retrouves en fait tout de suite sur un cadre plus serré, donc en 1,33 parce que ça y est, hop, elle est oppressée par la situation, elle est étriquée. Et en fait, à chaque fois, ça joue là-dessus. À quel moment, quand il y a donc l'acteur qui joue Arthur Miller, etc., c'est vraiment le relief dans le film, etc. C'est très coloré, même c'est limite saturé, scintillant quand c'est en couleur, etc. Parce que c'est le moment où tout va bien se passer. Et toi, tu es là, tu te dis oui, c'est bien, mais tu sais que ça va pas continuer, quoi. Et tu l'attends, là, le retour de Karma dans ta tronche, quoi. Et quand ça arrive, mais tu t'en peux plus, t'as envie de pleurer, hein, franchement, enfin... bref, elle a vraiment eu une vie de merde, cette pauvre femme. Le Joe DiMaggio, on va pas en parler là de son baseballeur qui lui est justement, bâtard. Mais justement lui est amoureux de Marilyn. Exactement. Il veut pas de Norma Jean, quoi. C'est fou ça. Et c'est ça qui est dingue, quoi. Et puis alors tout le truc autour de son prétendu père, etc. Justement, ça vous a pas choqué que tous ses maris, elle les appelle papa? Oui, mais c'est parce qu'elle se fait avoir comme ça la première fois avec DiMaggio. Ouais, mais c'est fou. Parce qu'elle s'attend à avoir son daron et en fait non. Et à mesure que ça allait, bon, je vais pas vous. Le reveal de la lettre. Voilà, je vais pas vous spoiler. Oh là là. Mais moi je l'ai vu venir. Moi aussi, mais moi je l'ai vu venir. Je m'en doutais. Alors il y a un indice en fait qui te fait sentir que tu vas pouvoir le voir venir, c'est que DiMaggio il se frite avec ces deux mecs-là. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il se frite avec ces deux mecs-là et c'est après qu'elle commence à recevoir ses lettres. Et du coup,
Tu vois. Alors, et puis, pareil, ce qui est très bien réalisé, pas dans la technique, mais plutôt dans le récit du scénario, vraiment dans le récit de l'histoire, le fait que tous ces hommes partent de sa vie sans qu'on nous le dise, sans qu'on l'explique. Oui. Ils disparaissent. Oui. C'est vraiment de la disparition, à chaque fois. C'est ça. Tous ses proches disparaissent. C'est vrai, non mais t'as raison. T'as autre chose à rajouter, Jérôme? Parce que sinon je voulais qu'on revienne un petit peu sur la performance de Ana de Armas après. Ouais. Parce que je trouve qu'on a été peut-être un petit peu, pas rude, mais on n'était pas spécialement enjoué vis-à-vis de sa performance dans The Grey Man juste avant, donc dans la dernière émission de la saison 4, où elle joue dedans, hein, The Grey Man, non? Ouais, hein, c'est ça, oui. Et elle joue en fait une sorte de meuf ultra badass, comme on pouvait retrouver son rôle dans James Bond. Et on s'était dit exactement ça, qu'elle elle avait du mal à varier. Et là, je trouve que le travail est complètement différent. C'est différent. Ouais, ben justement, dans le acting, etc. Enfin, déjà qu'elle arrivait à avoir les deux personnalités finalement. Et à les rendre à l'écran et à les rendre crédibles, quoi. Enfin, ça se voit justement quand elle est dans la belle famille de DiMaggio. Avec toutes ces femmes italiennes qui la prennent pour une cruche, et que du coup il lui demande alors ça fait quoi d'être une what is it like to be a movie star, et elle dit I'm not a star, I'm just some blonde. Et derrière on lui dit donc la couleur des cheveux elle est vraie, et là elle dit oh non. Et là, elle se fout de sa tronche, quoi. C'est-à-dire que même ça, c'est faux. Sauf que tout est faux et personne, en fait, cherche à voir ce qui est vrai derrière, quoi. Enfin, bref, il y a tellement de moments comme ça où tu as envie d'aller chercher des lames de rasoir pendant ce film. Regardez Blonde si vous êtes bien dans votre tête. Ouais, pareil, si vous êtes bien dans votre tête. C'est très important. Voilà, les habits. Surtout si vous êtes une femme. Oui. Aussi. Non, puis, enfin, voilà, et puis ça nous montre toute la difficulté déjà d'être une femme. Ça, on le sait, enfin sans le savoir, mais alors elle est femme libre avant la libération de la femme, hein. On est dans les années 50-60, quoi. On n'est pas dans les années 70, hein. Et encore, les premières grosses galipettes libertines entre guillemets sont sur cette fameuse scène magnifique avec les corps qui s'étirent en post-prod, magnifique. On est dans les années 52, hein. C'est à la 30 ans à peine, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, c'est des trucs vraiment très... Je comprends que... Alors, on dit que le montage est la deuxième réalisation du film. Ah bah là, totalement. Pour le coup, sur ce film-là, cette règle s'applique complètement. Le montage est une deuxième réalisation. Ah non, le monteur, c'est même c'est presque un personnage en lui-même, hein, avec ses changements de ratio permanents, les changements de couleur, etc. Enfin, c'est un personnage. Ouais. Et ça vient appuyer en plus sur le personnage. Voilà, est-ce que je suis avec Norma? Est-ce que je suis dans un film? Est-ce que machin? Et même donc la transformation d'Ana de Armas. Mais je suis presque sûr qu'à des moments, tu as quand même des morceaux de films d'archives. Est-ce que tu es capable de faire la différence? Il y en a un. Ouais. Il y en a un seul. C'est en couleur, la fameuse scène en couleur avec la robe blanche. Ouais. C'est la vraie Marilyn qu'on voit. Sauf que tu te dis, vu que tu es habitué au visage de Ana de Armas, tu te dis c'est elle, mais là c'est sûr c'est la vraie image. Ouais. Et tu ne vois pas, franchement tu vois pas la différence. Alors, pourtant Ana de Armas ne ressemble pas particulièrement à Marilyn Monroe. Je pense qu'elle va avoir une prothèse au niveau du pif peut-être. Peut-être. Je sais qu'il y avait quand même du gros make-up et puis voilà, etc. Si y avait tu vois, du make-up, on voit vraiment les traits qui changent du visage quand elle passe d'un personnage à un autre. Oui, mais carrément. Et puis donc voilà, en plus Ana de Armas a les yeux verts, pas bleus. Etc. Enfin bref, voilà, il y a plein de changements, mais elle est bluffante, franchement. Ouais. Franchement, elle est bluffante de réalité. Et même la voix. Alors je sais pas si vous l'avez maté en VO. Moi je l'ai vu en VO. Elle a une voix très douce. Mais en VO, c'est la voix de Marilyn Monroe. Parce que moi, alors un des seuls films que j'ai vu avec Marilyn Monroe, c'était Certains l'aiment chaud, et ça commence à dater maintenant. C'était à l'Option Cinéma. Elle a cette voix très très douce, etc. Tu dirais Blanche-Neige, quoi. Tu vois. Et voilà, et j'ai écouté du coup une interview d'Ana de Armas là il y a peu de temps, rien à voir. Enfin voilà, et en plus quand tu te dis que c'est une actrice qui quand elle a commencé parlait même pas un broc d'anglais quand elle venait de son Cuba natal. Enfin, juste bravo. Bravo. Ouais, franchement, bravo. Déjà, bravo à tous les acteurs qui sont présents dans le film parce que moi, je vous avoue que c'était pas des acteurs. Hein. Je voyais des personnages qui intervenaient en fait dans la vie de Norma Jane et qui lui faisaient subir ça. Même les figurants, la fameuse scène des figurants où
où ils sont tous à hurler. Avec ses mâchoires déformées. J'étais là en mode, mais putain, mais attends, même eux, ils sont convaincants, quoi. C'est juste des gars qui sont payés une journée, quoi. C'est pas des acteurs, hein, ces mecs-là. Le travail d'acting dans ce film, il est vraiment formidable. Et comme vous l'avez dit, hein, le montage, c'est un nouveau film. Clairement, je pense que sans ce montage-là, ce film n'aurait pas eu aussi d'impact et serait pas aussi intéressant à regarder. Par contre, vraiment, si vous le regardez et que vous êtes un petit peu devant le film, vous êtes un peu déconcerté, dites-vous que je pense que c'est voulu. Et que c'est pas vous en fait qui ne comprenez pas le film, mais c'est intéressant des fois de se forcer d'aller sur des terrains que vous n'avez pas l'habitude de regarder pour justement vous ouvrir à d'autres œuvres. Et je pense que qu'on apprend, hein. Exactement. Et en fait, en vrai, je pense que Blonde, ça peut être une bonne introduction. Et je suis quand même très content que Ikichi l'ait regardé ce film parce que je savais globalement que il serait pas la cible globalement, mais je suis content qu'il a été le voir parce que c'est ça l'esprit du late. On n'est pas des critiques cinéma, on est juste des viewers. Et combien de fois on a eu la bonne surprise d'aller voir des films un peu plus dits auteurs et de se dire on a pris une claque dans la gueule. Et je citerai par exemple Ghost Story qui était magnifique. Que si vous n'avez pas pu le voir, regardez-le. Jérôme, dernier mot sur Blonde ? Dernier mot, c'est que tu arrêtes pas de dire d'être allé le voir. Et malheureusement, c'est dommage qu'on n'ait pas pu aller le voir, mais qu'on l'ait vu. Oui, sur Netflix. Ouais. Voilà. Alors après, je comprends tout à fait. Hein, c'est hyper casse-gueule de mettre ça dans un cinéma et de prétendre que tu vas faire des entrées. Parce que ça dure 3 heures. Voilà, la thématique est compliquée. C'est compliqué à regarder, etc. et à entraver. Alors, il y a des facilités sur le fait que ce soit un biopic et qu'on est sur une époque. Voilà. Oui, c'est vrai qu'éventuellement tu peux avoir ça, mais j'aurais bien aimé le voir justement sur un grand écran. Je pense que justement ces écarts de ratio de cadre sont plus impressionnants. Ils sont d'autant plus impressionnants et je pense que justement tu les comprends peut-être même plus. Ok. Dans ce qu'ils veulent te faire comprendre d'un point de vue émotionnel. Écoutez, je suis assez d'accord. Lucas, t'as donné envie de le voir ? J'avais déjà envie. T'avais déjà envie, ouais. Ouais, encore plus. Donc, je vais essayer de voir ça. Écoutez, super.